si tu veux. Mickaël Gallo, merci d'avoir accepté de me rencontrer ici. Avec grand plaisir. Nous sommes à la Corniche. Exactement. Y avait-il un endroit plus frais aujourd'hui pour se rencontrer? Plus frais, plus fun, plus familial, je ne sais pas. De nombreux Rochelais ont découvert pendant l'émission The Voice 2025 votre appartenance pour notre ville, La Rochelle. Vous êtes d'Étré, c'est ça? Alors oui, ça fait pas longtemps que je suis d'Étré, mais je suis un enfant de La Rochelle, je suis né à La Rochelle. J'ai vécu vers Châtelaillon-Plage, mais bon, j'ai fait mes études à La Rochelle. Enfin, voilà. Beaucoup plus fort. Loli, oh là, yeah, tu found Votre collège, c'était où? J'étais à Châtelaillon, au collège André Malraux. J'ai fait le lycée Pierre Doriol, en bac pro commerce. Après, j'ai tenté l'université que j'ai vite arrêté. Et puis, la vie a fait que après, je suis parti un petit peu sur les routes, mais... Je suis revenu en 2012 pour travailler. Vos mots de patois charentais préférés? Oula! 2 ou 3 mots de charentais? Si mon grand-père disait toujours « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Lui parlait patois, du coup c'était dur des fois de le comprendre. Oui, mais ça forge l'oreille. Ah, c'est drôle, mais c'est bizarre aussi de voir qu'on le perd aussi quelque part, parce que c'est un peu nos petites valeurs territoriales, on va dire ça. Vous étiez professeur de chant avant l'émission. Racontez-nous vos débuts dans la chanson. Oh bah c'est simple, hein. Papa était chanteur, auteur, compositeur, interprète. Il avait un groupe et tout petit en fait j'ai connu, on va dire le milieu de la musique, des bars, etc. Et maman était passionnée de musique, elle faisait de la danse. J'avais en fait déjà le terreau familial qui était déjà là et puis ça chantait beaucoup dans ma famille. Et j'ai connu les week-ends avec les copains de papa qui répétaient. Après j'ai fait de la danse et dans ce moment où j'ai fait de la danse, j'ai eu l'occasion de chanter sur scène. Et en fait, tout s'est enclenché. De base, j'étais plus en mode danseur, et c'est le chant qui a pris le relais. un rêve plus loin. Encore un matin. Après, j'ai eu des moments où j'ai expérimenté dans une troupe de cabaret pendant plus de 10 ans. C'était plutôt local, Charente-Maritime, c'était l'association Au Plaisir de Chanter, qui est à Saint-Sauveur. Et je me suis retrouvé effectivement à faire mes premières scènes, autant dans des maisons de retraite que des grandes salles de spectacle. Ça m'a vraiment construit en tant qu'artiste. Et puis après, il y a eu une pause de vie, où j'ai arrêté pendant 2-3 ans. J'ai fait l'animation socio-culturelle et en fait, c'est revenu grâce à ça. Animation socioculturelle dans les centres avec les enfants? Oui, exactement. Et pas que, je faisais l'événementiel et j'étais à la fabrique du lien social Christiane Fort. Et voilà, j'ai fait 3 ans avec eux. C'était 3 belles années. J'ai rencontré tous mes amis. Et comme c'était un emploi d'avenir à l'époque, à la fin, on n'avait pas forcément d'avenir. Et on avait le droit à une formation et j'ai décidé de me mettre dans l'accompagnement par la voix. J'avais envie de me remettre dans la voix. Donc j'ai rencontré Jacques Bonhomme pour l'art-thérapie par la voix. Donc je voulais être art-thérapeute. Le hasard a fait que j'ai rencontré Richard Cross, qui était coach vocal à la Star Academy. Et du coup, Voile sur les fils et barque sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. ça a tellement bien matché que j'ai fait sa formation en tant que coach. Et de là, j'ai ouvert mon école. Il y a eu plein de choses. J'ai ouvert mon école en tant qu'association, après en indépendant dans un petit local de 12 mètres carrés. C'est ça. J'étais avenue des Cordeliers. Et comme ça marchait bien, j'ai développé et j'ai trouvé un local qui était vers la clinique Saint-Roch. Et là, j'ai pu faire carrément une école en mode cours individuel, cours collectif, atelier comédie musicale et atelier musique actuelle. Il y avait un vrai marché à La Rochelle. Est-ce que les gens aiment chanter à La Rochelle? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'ils n'osaient pas chanter. Et quand ils venaient me voir, première séance, deuxième séance, et au bout d'un an, on voit les progrès. Et aujourd'hui, je suis très fier de voir que certains élèves, il y en a un qui avait fait The Voice aussi. Son nom? Henri.
je me présente. Il y a certains qui ont monté des groupes, comme Joa, il y a Canel qui est dans Joa, Fébé qui d'ailleurs va faire la formation avec Richard Cross aussi, et j'ai d'autres élèves aussi, Alexia Belin qui va faire la formation avec Richard. Enfin, il y a des espèces de débouchés qui se sont créés, et ça fait plaisir en tout cas d'avoir eu un petit impact dans certaines carrières. Un jour, j'ai fait un épuisement professionnel. Voilà, j'ai trop donné. Et c'est l'artiste en moi qui avait besoin d'émerger. Et c'est vraiment ce besoin de me dire, mais je vais où? Je fais quoi? Je mets les autres en avant. Est-ce que moi, je vaux quelque chose? Je ne savais pas. Et le hasard a fait que j'ai trouvé une audition pour un cabaret. Grâce à un ami, en fait, ça a matché. Et j'ai fait 2 ans en tant que meneur de revue au cabaret Le Moulin Bleu, à Thiers, Clermont-Ferrand. Je faisais la route et j'étais passionné de ça. Pendant ma 2e saison, on va dire au début, c'est là où il y a eu les castings de The Voice. Et donc, je reprenais moi en tant que chanteur des cours de chant avec Lisa Palma, qui est une coach vocale à Perpignan. Et elle m'a dit, faudrait que tu fasses le casting de The Voice, je pense que tu peux le faire. Je sais pas, je vais voir. Et en fait, j'y suis allé. Ça a été un moment incroyable. Je suis allé à Perpignan, faire 8 heures de route avec, on ne citera pas le nom du bus, qui est pas cher, mais pas confortable. Le casting a lieu. Ouais. Vous êtes combien de participants? Ça dure combien de temps? Je crois que c'était une vingtaine de participants qui étaient présélectionnés par vidéo. Et après, on s'est retrouvés à passer sur scène devant Bruno Berberès, le directeur de casting de The Voice. Lui était là. J'ai un magnifique souvenir de ce moment-là, c'est-à-dire que je chante ma première chanson, je vois qu'il aime bien mais qu'il n'est pas emballé. Et je chante ma 2e chanson qui s'avère être plus tard ma chanson d'audition à l'aveugle à l'émission, qui était Sunny, version Christophe Willem. Donc je fais Sunny, et là Bruno me dit, il me demande de venir le voir, il me dit est-ce que tu pourrais le refaire en étant moins prof de chant et plus Michael. Et là, ça m'a fait un tilt. Je me suis dit, ah oui, ok. Ah oui, je suis peut-être trop carré, je sais pas. Ouais. Et devant tout le monde, il dit, lui, il va à Paris, je vous le dis d'avance. Et là, je me reçois une onde d'émotion. Et quand j'ai refait ma chanson, les gens étaient là comme ça. Enfin, il y a eu un truc. Et quand je suis sorti de scène, je suis parti pleurer parce que j'ai eu tellement d'émotions. Et des gens sont venus me voir après en mode, on fait une photo parce qu'on pense que vous allez aller loin. Effectivement, après, j'ai reçu les photos en mode « On vous l'avait dit !» Oui, c'est vrai. C'était très drôle. Ouais, c'était très, très drôle. Donc, combien de semaines après, combien de mois après se passe... Premier casting le 3 juillet et l'audition à l'aveugle était fin octobre, le 25 octobre. C'était tourné en avance, forcément. Et du coup, après, ça en est enchaîné les autres étapes. Et donc, on va dire qu'en mi-novembre, je savais d'avance que j'étais demi-finaliste de l'émission. Mais bon. Après diffusion en février, on doit attendre. Après cette première audition, la nuit qui a suivi, il s'est passé quoi? Il a été dur de dormir? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se dit quand même qu'on a passé autant de mois pour juste 2 minutes de chanson. Et quand on voit aux 2 tiers de la chanson que ça se retourne, alors, moi, j'avais pas le temps de me dire « Ah, ils se sont retournés » parce que j'étais sur ma note, l'une des plus hautes, etc. J'étais en mode « Ah, faut que tu t'accroches ». Et à la fin, j'étais vraiment ému, quoi. Je l'ai même dit dans l'émission, je suis très ému. On repart, on est dans une effervescence, on est heureux. Et on se dit « C'est quoi la suite ?» C'est quoi la suite? Et en fait, chaque étape, on n'a pas le temps de se dire « Ah ouais, est-ce que je vais faire ça comme ça, comme ça ?» Non, on est tellement pris dans... on va dire, c'est comme une machine à laver, mais c'est positif. Et c'est vrai que à la fin, j'étais rincé. Quelle est la plus belle phrase du jury que vous ayez entendue pendant toute l'émission? Alors, ça n'a pas été diffusé, mais Florent Pagny a dit on aimerait tous avoir un Mickaël dans notre équipe. Et ça fait plaisir. Lui, il a été beaucoup de soutien. Patricia, forcément, parce que c'était elle que j'ai choisie, a été bienveillante, très professionnelle, humaine.
Et Florent Pagny avait toujours des mots justes. En fait, il a une justesse dans son analyse qui fait qu'on comprend pourquoi c'est l'un des meilleurs coachs de l'émission. Vous les avez revus depuis ? Non, mais j'ai quelques petites nouvelles de Patricia Cass et ça fait plaisir. On est tous un peu dans nos vies, hein, forcément, mais non, j'ai pas eu cette chance-là encore. Y a-t-il des secrets que la production The Voice vous demande de ne pas dire ? Bah, si c'est un secret, je peux pas le dire. Non, en vrai, j'ai pas senti de choses de travers, etc. Parce que vraiment, il y a une fluidité. On a été hyper bien accompagnés par la coordination artiste-production. Le producteur venait nous voir, faire des débriefs, toujours bienveillant. Pascal Guix, qui a un amour, et très professionnel aussi. Ça fait un peu kitsch, mais c'est vraiment une famille. On sent vraiment porté, aidé, même dans nos choix, dans nos réflexions. On vous donne des listes ou on vous laisse vraiment champ libre ? Alors, dans l'étape, à l'époque, l'étape des groupes, c'était une chanson imposée. Dans les battles, c'était proposé, on aurait pu faire autre chose, mais on nous a convaincus que ça pouvait être un super duo, effectivement. Heureusement qu'on n'a pas refusé parce que ça a été un moment incroyable avec Théona. Et à partir du moment où on savait qu'on était en demi-finale, on avait le choix. Il y avait quand même des propositions qui étaient faites, mais le choix, j'avoue que j'ai insisté sur mon choix parce que, vous savez, quand vous avez des évidences, que vous croyez en quelque chose, d'un coup, c'est le corps qui parle. Et là, j'ai dit non, il faut que je fasse cette chanson, je le sens. Mais c'était la forme de la chanson qui ne convenait pas. Donc, on a trouvé des alternatives, une intro douce, un côté rock à l'intérieur, c'était le chanteur de Balavoine. Et à la fin, une espèce de montée de notes et hop, tout redescend. Et en fait, j'étais fier de cette création parce que c'est Patricia Cass qu'on a eu l'idée aussi. On s'est eu au téléphone. La production a validé. Ils ont joué le jeu et en fait, c'était super. Puis Olivier Schultes qui magnifie toutes les chansons. C'est vraiment incroyable. En parlant de magnifier, y a-t-il des autotunes sur le plateau de The Voice ? Non. Peut-être qu'il y en a eu par le passé. En tout cas, sur tout ce que j'ai regardé des émissions, non, quand il y avait des fausses notes ou des notes bleues, comme on dit, elles étaient là. Est-ce que The Voice a changé le regard de vos anciens amis ? On va dire que certains se sont remanifestés, c'était drôle. On sait à qui on a affaire. Donc, et puis moi, je suis quelqu'un où je réponds aux gens, il n'y a pas de souci. Hein. On va dire que je sais faire le tri. Mais j'ai eu des messages positifs, j'ai pas eu de trucs négatifs. Hein. Vraiment, les gens, toutes les personnes que je connaissais ou que je ne connaissais pas ont été vraiment bienveillants. Et puis, un petit côté chauvin à La Rochelle. Hein. Quand il y a un Rochelet, on est content que ça matche, quoi. Après la finale, la descente d'adrénaline a duré combien de temps ? En toute sincérité, 3 mois. Du 3 mai jusqu'à... j'ai 3 mois, 4 mois, pardon, jusqu'à fin août, j'avais mal au corps. J'avais vraiment mal au corps, mais je m'en rendais pas compte parce que je n'étais pas épuisé moralement, etc. C'est que j'ai tellement donné que mon corps... c'est redescendu et malgré tout, j'ai quand même fait des concerts l'été. Mais en fait, c'est tellement intense qu'il faut pour moi être accompagné vocalement par quelqu'un. Psychologiquement aussi, c'est hyper important. Et d'avoir un préparateur mental, par exemple. Moi, j'avais la chance d'avoir une coach vocale qui faisait aussi préparation mentale, ce qui fait que j'avais un soutien. Et puis, ma famille était là. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces émissions. Vous avez participé à la finale avec votre chanson « Briller ». Voilà. Qui a été écrite en 24 heures. Hein. Qui a été écrite en 24 heures. Y a-t-il un album en cours ? Alors, Briller reste en mode single parce que c'était via The Voice. Alors peut-être qu'il y aura un jour un remix ou je ne sais quoi, mais oui, il y a un album en cours que je fais en autoproduction par choix. L'idée, c'est que le premier single sorte le 29 septembre. Normalement, c'est bon. Et que court en décembre, je n'ai pas encore la date, mais l'EP de... Il y aura 7 chansons en tout, 6 vraies chansons et une intro que je peaufine encore, qui pour moi est l'âme de cette EP. Et cette EP, en fait, je suis parti sur comme renaissance, retour, reconnexion. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé pour moi dans ma vie, etc., il y a toujours eu des moments où en fait, on se prend un peu un petit carton dans la tête, ça nous arrête, ça vient nous chercher à l'intérieur. On redescend, on va au plus bas des fois qu'on puisse être. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on remonte et qu'on renaît à soi-même différemment, on se reconnecte, on se réaligne. Donc il y a un petit côté un petit peu développement personnel, presque spirituel, je dirais, mais avec des cas concrets de la vie en fait. Dans ces cas concrets, on a vu un appel sur les réseaux sociaux aux personnes se sentant différentes, les invitant à raconter leur histoire pour vous en inspirer.
dans l'écriture. Oui, j'ai besoin, en fait, j'aime énormément les gens et j'ai envie que certains sujets soient écrits sous forme de chansons, ou en tout cas, je suis quelqu'un de très engagé, autant dans voilà, tout ce qui est la lutte contre le harcèlement, le droit à la différence, la tolérance, même pour le handicap, visible ou invisible. Enfin, tout ça, c'est des choses qui me touchent et je pourrais remuer ciel et terre pour aider les gens et je le ferai si j'en ai l'occasion. Cet appel, pour moi, c'est je vous écoute, je vous entends. Et quelque part, je veux voir les points communs, en fait, dans ces histoires différentes, de ce qui ressort, les états d'âme, les compréhensions, tout ça. Et alors, il y a déjà une chanson qui sera du coup le premier single qui s'appelle « Je veux pas tomber », qui fait suite à l'histoire qu'il y a eu de la jeune fille Camélia qui s'est suicidée sous le RERB. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'en étais malade. Et en même temps, dans ma tête, j'entendais une mélodie et en quasiment une demi-heure, j'avais déjà toute ma structure. Jean-Marc Bernad, qui est mon co-auteur, avec qui le lendemain on s'est vu, il faut qu'on écrive sur ça. Et en l'espace de quelques heures, il a écrit un truc, j'ai modifié des choses et en fait, on avait déjà la chanson. Et ça me touche qu'il y ait des drames comme ça. Il ne faut plus que ça existe, en gros. Et donc, dans cette chanson, en fait, j'ai voulu montrer ce qui se passait à l'intérieur de la tête de quelqu'un qui était harcelé. Qu'est-ce qui se passe? Ce truc où on étouffe, on a envie d'être soi, mais en même temps, on a tous les impacts extérieurs. Et donc voilà, et je pense que ça serait une très belle chanson. Ça a l'air de faire écho. Moi, j'ai été harcelé étant enfant. Alors malheureusement, mes parents ne le savaient pas parce que je ne disais rien. Ils sont au courant, ils le savent. Hein. Mais c'était aussi une autre époque où le harcèlement. Ouais, les années 90, c'était particulier. On laissait les enfants se chamailler. Ouais. Un jour, peut-être que je raconterai tout ce que j'ai vécu, mais certains me diraient, mais c'est pas possible que tu aies vécu ça. Bah, je dis si. Mais ce qui m'a toujours tenu, c'est la persévérance et la musique. Ça a été vraiment de se dire, je m'en fiche, j'y vais, même si tu n'aimes pas ce que je suis, j'y vais quand même. Et d'ailleurs, je suis sur un projet avec le collège de Dompierre, où on est sur l'idée de mettre en avant la musique, les arts, les sports, en tout cas pour aider les jeunes à comprendre que c'est des endroits où ils peuvent aller pour sortir ce qu'ils ont à sortir à l'intérieur. Et forcément parler du harcèlement, mal fait, on va dire, dans le corps, mais ce que le sport et l'art peut apporter comme bienfait. Enfin voilà, donc c'est Séverine Rinjonneau, que je n'écorche pas son nom, qui est professeur d'SVT là-bas, qui est aussi une de mes élèves, avec qui on a décidé de faire ce projet. Et j'ai tellement hâte, ça sera à partir de février. Et j'espère que je pourrai chanter la chanson dans ce spectacle. Et l'idée, c'est aussi de créer une chanson avec les élèves pour parler de ça. La suite des projets, il y a un départ pour Paris? Oui, il y a un départ pour Paris. Au mois de septembre, je suis, comme je dis, le nouveau Marcel du Paradis Latin. On me dit, mais c'est qui Marcel? Et ben, c'est le rôle en fait d'un serveur qui devient chanteur dans la revue. Et je succède à plein d'artistes qui ont déjà fait ce spectacle, parce que ça fait 7 ans, me semble-t-il, que le Paradis Latin fait l'Oiseau Paradis. Et je succède à Cyril Sinelu, qui a été l'un des gagnants de la Star Academy il y a fort longtemps. Je suis fier, je suis heureux de ce projet-là, parce que c'est un rêve qui se concrétise, surtout dans le milieu du cabaret, parce que je viens de là, de cabaret, comédie musicale, mais je suis aussi artiste solo. Mais en tout cas, ça, c'est beau de se dire qu'on va chanter devant 500 personnes 3-4 fois par semaine. C'est dingue. Merci Mickaël. Avec grand plaisir. Cette belle interview. Merci.